Bonjour Yannick, on est ici à Port-la-Forêt, dans les chantiers CD4, en train de construire, faire construire, ça dépend pour Maître Coq 5. Donc plusieurs questions s'imposent par rapport à ce bateau. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le plan Guillaume Verdier, qui est le moule du Eleven of Racing pour Maître Coq 5? Bonjour, déjà premièrement j'ai repris la même équipe victorieuse que sur Maître Coq 4 puisque c'est un dessin déjà de Guillaume Verdier et un bateau construit chez CDK ici à Port-la-Forêt. Donc on a pris le même chantier, le même architecte déjà, on ne va pas se tromper. Et surtout ce qui m'a motivé c'est que nous on n'avait pas le budget nécessaire pour faire du développement et des études. On n'avait pas le temps pour fabriquer des outillages nouveaux, parce que le temps c'est de l'argent, surtout en IMOCA, la mise au point de ces bateaux est assez longue pour préparer le Vendée Globe. Donc je me suis dit que rien de mieux que de repartir sur un moule existant d'un premier bateau qui a été mis à l'eau l'année dernière, hein, qui est Eleven Hour. Et donc voilà, c'est pour éviter les surprises. Et je sais que les Américains, avec Pascal Bidégory notamment, ont mis pas mal de moyens d'études et de développement sur la partie des foils et de la carène du bateau. Très bien. Et quelles sont les différences par rapport au précédent Maître Coq 4 par rapport aux foils, par rapport au... La différence principale c'est les foils, ça c'est sûr. Quand on voit la taille des puits de foils dans ce bateau, on imagine les foils qu'il y a derrière. Les foils sont beaucoup plus grands que Maître Coq 4. C'est un bateau qui va beaucoup plus voler, qui va avoir des vitesses de pointe beaucoup plus importantes. Un peu à l'image de ce qu'on pouvait voir sur les grands foilers sur ce dernier Vendée Globe. Donc voilà, maintenant à nous de bien connaître le mode d'emploi du bateau, parce qu'il faudra être beaucoup plus vigilant, notamment sur les efforts que va encaisser le bateau. Donc ça sera peut-être une navigation un peu différente que celle que je pouvais faire sur Maître Coq 4. Mais ce qui est bien et ce qui est top dans ce projet, c'est qu'on a, après la mise à l'eau, on a beaucoup de temps devant nous pour apprendre le bateau, le fiabiliser et apprendre à s'en servir. Il y a de grands débats sur les carènes, celles comme la vôtre typée et différentes des étraves spatulées, rondes, qu'annonce les concurrents comme Jérémy Bailly. Le débat sera tranché sur l'eau, vous avez déjà un avis par rapport à ces carènes? Oui, moi ça me fait doucement rire ces débats de comptoir et de bistrot parce que tout le monde voudrait avoir des bateaux très spatulés, qui n'enfournent pas, notamment dans les mers du Sud, qui peuvent être engagés. Je crois que le bateau idéal il n'existe pas au final parce que à certaines allures on va avoir des carènes tendues pour avoir un bateau qui accélère vite, notamment au reaching. Je pense notamment à la descente de l'Atlantique Sud ou l'Atlantique Nord. Après on aimerait voir des bateaux plus sages pour les mers du Sud, mais bon, les bateaux ne se transforment pas, ils ne se changent pas, donc moi je suis assez confiant sur cette forme de carène là. Voilà, moi je suis peut-être moins spatulé que certains nouveaux bateaux qui vont sortir. Je pense pas que ça sera la révolution. La vraie révolution c'est dans la façon de voler plus que dans la façon de glisser, je pense. Quelle performance vous attendez sur ce bateau, Maître Coq 5, puisque vous avez dit précédemment que vous sortez d'un moule déjà existant, d'un bateau récent. Donc quel va être votre apport en termes de performance sur ce bateau? Qu'est-ce que vous attendez? Nous déjà on a changé quelques petits détails pour adapter ce bateau à la navigation en solitaire, puisque Eleven Hour était prévu pour un équipage. Après les performances, chacun y met ses petites touches. Voilà, nous ce qui est vraiment important c'est l'apprentissage, savoir se servir de ces grands foils. Donc de naviguer le plus possible, parce que je ne suis pas sûr qu'en solitaire on arrive à faire naviguer ces bateaux à 100% de leur performance. Donc je pense que plus que d'apporter au bateau, il va falloir apporter au bonhomme pour être le plus proche du potentiel du bateau. Par rapport au bateau qui a été construit sur ce moule-là, donc vous avez apporté votre patte. Au niveau gréement à castillage, vous avez notamment souligné l'usure énorme des boucles pendant le dernier Vendée Globe. Vous avez amélioré ça? Oui, ça, on a énormément amélioré ça. Alors déjà pour gagner du temps, on a quasiment le même plan de pont que sur Maître Coq 4. C'est-à-dire que sur ce nouveau bateau, normalement, après quelques jours de navigation, les yeux fermés, je vais pouvoir manœuvrer, puisque je connaissais mon bateau par cœur. Donc on a voulu ne rien changer pour me faciliter les manœuvres. Et après, les problèmes d'usure qu'on a eu, on sait d'où ils viennent et pourquoi. Donc ça, on a rectifié le tir pour ce bateau-là. Ouais. Et vous commencez déjà une préparation spécifique par rapport à la navigation avec ce bateau au niveau simulation, au niveau simulateur, je veux dire, pardon, excusez-moi, au niveau de votre préparation physique aussi, parce que c'est un bateau qui va être de fait plus physique aussi. En préparation physique, oui, j'ai déjà bien commencé, puisque encore hier après-midi, j'étais au stade Rochelet.
Donc oui, la préparation physique est importante sur des bateaux qui sont de plus en plus violents. Et l'apprentissage du bateau avant la mise à l'eau, on a investi dans un simulateur à La Rochelle avec Jean-Marie Doris et Arnaud Chaigne. On va commencer un peu à jouer avec le bateau en simulateur pour comprendre son fonctionnement, ses assiettes, quand je mets un peu plus de foil, ce que ça fait, quand je remplis la ballast, ce que ça donne, voir tous les efforts aussi qu'il y a dans le bateau. Et voilà, et puis je compte bien sur un copain du bassin d'Arcachon, Philippe Presti aussi, pour nous aider, parce qu'il connaît très bien ces simulateurs, parce qu'il s'en est servi sur la Coupe d'Amérique. Donc voilà, on a une bonne équipe pour simuler et gagner du temps lors de la mise à l'eau. Et développer. Impatient de naviguer. Ouais. Quel est le programme de mise à l'eau? Quels sont vos objectifs en termes à la fois de performance mais également des objectifs sportifs à plus ou moins long terme? Oui, alors déjà la mise à l'eau va être à la fin du mois de juin, donc ça va laisser très peu de temps pour préparer la route du Rhum. Donc il va falloir que juillet, août, période un peu estivale, on soit performant et qu'on passe beaucoup de temps sur l'eau pour connaître ce bateau et le fiabiliser, et puis que moi je puisse partir en qualif sereinement début septembre. La qualification, c'est un parcours à faire en solitaire avant la route du Rhum. Et puis après, départ de la route du Rhum, il faudra savoir rester humble par rapport à tout ça, et puis en fonction des conditions météo, en fonction de mon degré de fiabilité, de confiance au bateau, on verra bien. Donc, je ne suis pas arrêté à un résultat sur la route du Rhum, bien sûr, mais je sais qu'on peut faire bien dès cette première course. C'est une route la route du Rhum est une étape? Ah ouais, c'est une sacrée belle étape, c'est la première marche du projet Vendée Globe. Et voilà, et j'irai sans aucune retenue, sans complexe de jeunesse, sans rien. Non, j'ai envie de faire une belle route du Rhum. Et j'espère que le bateau sortira sans problème de mise au point et qu'on le fiabilisera, parce que si j'ai confiance dans ce bateau, je pense que je pourrai faire un très bon résultat. Très bien, merci beaucoup. Voilà.